Si vous aviez investi 1000 $ en 1972 sur le marché américain, vous auriez aujourd'hui 178 000 $. Ce qui est plutôt une très bonne performance. Mais ça, ce n'est la performance que du marché américain, pas d'une action en particulier. Mais comment on fait pour savoir l'évolution d'un marché? Eh bien, c'est là où les indices rentrent en jeu. Aux États-Unis, il y a par exemple l'indice S&P 500. C'est Standard & Poor's 500 qui montre en fait les 500 plus grosses sociétés qui prennent ensemble les 500 plus grosses sociétés aux États-Unis et en fonction de l'évolution du cours de bourse de ces 500 plus grosses sociétés, ils font ce qu'on appelle un indice qui regroupe ces 500 sociétés et qu'on utilise pour dire oui ou non le marché américain se porte bien ou pas. En France, on a par exemple le CAC 40 qui représente les 40 plus grosses sociétés françaises. Et comme vous pouvez le voir aux États-Unis, le S&P 500 a juste des performances de dingue. En 2021, il a eu une performance de 26,89%. Et depuis les 5 dernières années, on est à 16% et sur les 10 dernières années, on est à 14% de performance en moyenne annuelle, ce qui est une performance plus qu'honorable seulement si vous aviez par exemple le S&P 500. Mais il y a un problème, parce qu'un indice, c'est juste un indicateur. Techniquement, on ne peut pas acheter un indice. Il s'agit simplement de quelque chose qu'une société nous donne en nous disant voilà le S&P 500, cela représente les 500 plus grosses sociétés et voilà à peu près l'évolution du marché américain. Mais techniquement, on ne peut pas littéralement acheter le S&P 500. Du moins, pas avant l'idée de Jack Bogle en 1975. Jack Bogle, c'est le fondateur de Vanguard. Et en 1975, il crée ce fonds avec une idée en tête. Permettre à n'importe qui, les particuliers et n'importe quel investisseur, d'investir sur le marché en bourse tout en ayant une performance. Il a fait le constat suivant. La majorité des gens qui essayent d'investir en bourse perdent leur argent. Pour plein de raisons. D'ailleurs, historiquement, même les plus grands milliardaires comme Warren Buffett, Ray Dalio, des investisseurs mondialement connus, ont eux aussi parfois perdu de l'argent. Ça veut dire que parfois, même eux peuvent se tromper. Et si un multimilliardaire se trompe, comment nous, derrière notre ordinateur, on pourrait ne pas se tromper? Beaucoup avant Jack Bogle et après Jack Bogle ont remarqué la chose suivante. La majorité des gens ne peuvent pas battre le marché, du moins sur une longue période de temps. Lorsque l'on regarde la vie d'un investisseur, non pas sur un an, mais sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et peut-être que c'est votre but d'investir pendant les 30 à 40 prochaines années, eh bien, sur le long terme, la majorité des investisseurs n'arrivent même pas à battre le marché. Mais quand je dis battre le marché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire battre la performance d'un indicateur qui représente le marché, c'est-à-dire le S&P 500 en l'occurrence. Ici, on est à 14% au cours des 10 dernières années. Eh bien, la majorité des fonds d'investissement et des investisseurs n'arrivent pas à battre cette performance de 14%. La raison pour laquelle le S&P 500 a une si bonne performance, c'est que c'est un indicateur qui se base sur des faits. En réalité, les 500 entreprises qui composent cet indicateur sont régulièrement mis à jour et donc ce sont régulièrement les entreprises les plus performantes. Voilà pourquoi c'est un indicateur qui ne fait que croître avec les années. Jack Bogle a également remarqué ça. Il s'est dit mais attends, comment un investisseur, monsieur tout le monde, peut investir en bourse sans risquer de tout perdre à cause d'une mauvaise gestion ou de prise de décision négative? De manière générale, il y a deux choses qui vont vous empêcher de vraiment avoir des résultats. Premièrement, ce sont les frais. On va y revenir. Deuxièmement, c'est la performance de votre portefeuille. Est-ce que vous avez pris des bonnes actions? Est-ce que vous avez pris des bonnes décisions et également au bon moment? En 1975, l'idée révolutionnaire de Jack Bogle était la suivante, les ETF. Les ETF, pour la toute première fois, vous permettaient, en achetant une action qui représente un ETF, de pouvoir posséder instantanément une part des entreprises que compose cet ETF-là. Et la majorité des ETF se basent justement sur un indice. Souvenez-vous, il n'est pas possible d'acheter un indice. On ne peut pas acheter le S&P 500. Mais l'ETF, lui, a pour but de reproduire exactement le S&P 500. Il va prendre une partie de toutes les entreprises que compose cet indicateur-là et va vous permettre de l'acheter. En achetant un ETF, vous possédez instantanément une part des 500 entreprises que possède le S&P 500. Quel est l'intérêt? Lorsque vous achetez un ETF, vous achetez le marché. Avant l'idée de Jack Bogle, si vous vouliez reproduire la performance du S&P 500, il vous fallait manuellement acheter chacune des 500 entreprises que composait cet indice-là. Avec l'idée de Jack Bogle, vous pouvez à partir de maintenant acheter avec un clic
Une action qui représente 500 entreprises de l'indicateur que l'ETF a pour but de suivre. Et cette idée simple a révolutionné le monde de l'investissement et aujourd'hui il existe des ETF sur plein d'indices différents. Sur le CAC 40 par exemple, on en parlait tout à l'heure, sur le marché européen, sur l'Afrique, sur l'Asie, sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, bref, il existe aujourd'hui des milliers d'ETF que vous pouvez acheter et qui vous permettent de miser non plus sur une action, non plus sur une entreprise, mais sur un secteur, un pays ou un continent. Et donc premièrement, ça va résoudre un point fondamental, la performance. La plupart des investisseurs prennent de mauvaises décisions. En achetant le marché à travers un ETF, vous misez sur l'évolution long terme du marché et vous pourriez, par exemple, si vous aviez investi dans le S&P 500 il y a 10 ans, bénéficier d'une performance de 14% en ayant une seule action qui représente un ETF. Et c'est tout. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de gestion active et c'est un point essentiel. Avant l'arrivée des ETF, la seule manière plus ou moins d'investir en bourse était de passer par des fonds d'investissement. Le problème des fonds d'investissement, c'est que leur but est de fournir de la performance. Ils ont des traders qui vont utiliser votre argent et essayer d'acheter des actions au meilleur moment, les revendre au meilleur moment, etc. Étant donné qu'ils achètent et qu'ils revendent, il y a deux choses qui rentrent en compte. Premièrement, des frais. Deuxièmement, des impôts. Ils vont vous facturer ces frais et ces impôts dans la commission que vous allez devoir leur repayer. Et bien sur des années, les commissions peuvent s'élever à plusieurs pourcents par an, ce qui peut avoir un impact énorme sur votre performance. Et pour vous l'expliquer, j'aimerais vous montrer une fiche de la formation Rentier.club. Regardez ici. Si vous aviez investi 100 000 euros à 10% par an pendant 30 ans, ok ? Avec 1% de frais, vous auriez au bout de 30 ans 1 326 000 euros. Avec 2%, vous n'auriez que 1 million. Et avec 3%, 761 000 euros. La différence de 2% ici représente près du double sur 30 ans. Quand on regarde comme ça et qu'on se dit bah tiens 1% ça n'a pas beaucoup de différence, mais sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, cela peut avoir une différence gigantesque sur ce qu'il vous reste dans la poche. Avant les ETF, pour investir en bourse, il fallait passer par ces fonds et ces fonds facturent des frais gigantesques. Plusieurs pourcents pour la plupart par an. Avec un ETF, étant donné qu'il y a très peu de gestion, il s'agit simplement de reproduire l'évolution d'un indice, il n'y a pas de gestion active. Vous achetez simplement un ETF et vous laissez le marché faire le reste. Il n'est pas rare de tomber sur des commissions de 0,10% ou même moins. Ce qui est quelque chose d'essentiel si aujourd'hui votre but est de devenir libre financièrement grâce à vos investissements, grâce à la bourse et de manière générale faire fructifier votre argent. Mais le plus gros avantage pour moi, ça restera toujours la diversification. Lorsque vous achetez une action, aujourd'hui, vous n'êtes pas certain de savoir si cette action va perdurer dans le temps. J'aimerais reprendre un exemple que j'ai déjà utilisé par le passé. Il s'agit ici de la liste de toutes les entreprises uniquement américaines de voitures, vous le voyez ici, de constructeurs automobiles défunts des États-Unis. C'est des constructeurs automobiles qui ont fermé leurs portes. Il s'agit, au début des années 1900, du boom de l'automobile. Tout le monde s'est dit, dans les États-Unis, il va y avoir des centaines de millions de véhicules à l'avenir. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a à peu près 300 millions. Et l'automobile est un secteur d'avenir et des milliers, enfin des centaines plutôt, d'entreprises automobiles ont vu le jour. Regardez toutes celles qui ont fermé. Au début des années 1900, on aurait pu se dire mais oui, le secteur automobile c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui va avoir énormément de potentiel. Mais qui aurait pu savoir que General Motors allait sortir du lot? Qui aurait pu savoir que cette entreprise-là en particulier allait battre toutes les autres? Si vous étiez en 1900 et que pour vous c'était le moment d'investir, comment pouviez-vous être certain que l'action que vous avez choisie, l'entreprise parmi toutes les entreprises automobiles que vous avez choisies allait être la bonne et celle qui allait exploser? Comme vous pouvez le voir ici, la majorité d'entre elles n'ont tenu que quelques années. 1996, 1999, 1920, 1922, 1917, 1919, 1921, 1925 et j'en passe. Si vous aviez investi pendant cette période dans l'une de ces sociétés qui n'ont pas marché, vous auriez perdu tout votre argent. Et c'est là où l'ETF rentre en jeu. Lorsque vous achetez un ETF, vous n'achetez pas une société, vous investissez dans un marché ou un secteur. Ça veut dire que même si l'une de ces sociétés ne marche pas, vous aurez quand même une partie de votre portefeuille qui sera investie dans la société qui va marcher et qui va représenter la performance globale de votre portefeuille. Souvenez-vous toujours d'une chose, le plus important dans le domaine de l'investissement, c'est le risque-bénéfice. Lorsque vous achetez une action, le bénéfice possible est
infinitésimal. Mais le risque est également très élevé. Personnellement, je ne prends jamais de décision d'investissement si le gain est élevé mais que le risque est également élevé. Je prends des décisions d'investissement lorsque je pense que ça va évoluer à la hausse mais que le risque est très faible. Un ETF vous permet d'investir et de miser sur un marché, un secteur, par exemple l'automobile, sans devoir prendre trop de risques en investissant sur une société en particulier qui pourrait mettre la clé sous la porte, comme ça a été le cas de toutes ces sociétés-là dans les années 1900, au début des années 1900, avant la guerre, et qui ont toutes fait faillite. Bien entendu, à l'époque, les ETF n'existaient pas, mais aujourd'hui, c'est possible. Et si vous voulez investir en bourse, vous devez investir dans les ETF. En tout cas, ce n'est que mon avis d'investisseur. Il ne s'agit pas de conseils d'investissement, mais j'espère vous avoir montré mon point de vue et vous expliquer, et j'espère que vous avez compris ce qu'étaient les ETF. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez savoir comment investir dans un ETF, comment choisir votre ETF, comment constituer un portefeuille, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous montre tout et dans laquelle j'investis également plus de 6 000 € en direct sous vos yeux pour vous montrer comment investir directement en bourse. Tout ça, c'est dans la description. Il s'agit du premier lien. Je vous invite à y accéder dès maintenant. Également, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport aux ETF. Je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.